La route maritime, qui a permis de déplacer des centaines de personnes, est terminée. L'opération a besoin d'une nouvelle sortie, et celle que le Mossad choisit ensuite est, selon toute logique, encore plus insensée. Que se passe-t-il quand vous décidez de faire atterrir des avions militaires en territoire ennemi 17 fois? Et qu'est-ce que cela fait à une personne de gérer cette opération de jour depuis une salle à manger de complexe touristique où ceux qui vous traquent commandent du poisson frais? Le Mossad abandonne la voie maritime et la remplace par quelque chose qui ne devrait absolument pas fonctionner. Des avions de transport C-130 Hercule de l'armée de l'air israélienne atterrissant dans le désert soudanais, la nuit, sans lumière, sans plan de vol, sans contact avec le contrôle aérien, dans un pays qui considérerait un avion militaire israélien comme un acte de guerre nécessitant une réponse immédiate. Pas une fois, 17 fois, imaginez l'opération depuis le sol, 100 à 200 personnes, debout dans l'obscurité totale, au milieu du désert soudanais, attendant quelque chose qu'elles n'ont jamais vu. Beaucoup n'ont jamais vu un avion de près. Certains n'en ont jamais vu du tout. Ils ont marché 600 km depuis l'Éthiopie, s'attendant à mourir au Soudan. Le concept d'une extraction mécanique depuis une étendue de désert sans marque ne correspond à rien de ce qu'ils connaissent. Lorsque les moteurs du C-130 deviennent audibles, 4 turbopropulseurs en approche, la puissance déchire le silence du désert à des kilomètres de distance. Certains tombent à genoux, d'autres fuient. Gad Shimron, un agent du Mossad présent lors de plusieurs ponts aériens, écrira plus tard que certains regardaient le ciel avec l'expression de personnes voyant une prophétie se matérialiser sous une forme qu'ils n'avaient jamais imaginée. On leur avait dit qu'ils atteindraient Jérusalem sur des ailes d'aigle. Un avion militaire descendant de la nuit soudanaise était suffisamment proche. Les agents des commandos récupèrent physiquement ceux qui fuient, les ramènent vers l'appareil, expliquent en amharique que ce bruit est la destination. Tout le monde embarque, les équipes chargent à une vitesse de combat. Quelques minutes, l'avion roule, décolle et disparaît, avalé par la nuit. Montée rapide hors de l'espace aérien soudanais, sur une trajectoire qui n'apparaîtra jamais sur aucun radar public. Les agents restent seuls dans le silence soudain. Les balises infrarouges s'éteignent. Le désert redevient noir. Shimron décrit ce moment, le silence vide après la disparition de l'avion, comme une forme d'euphorie pure, irréductible. Puis, ils remontent dans les camions, rentrent d'avant l'aube et servent le petit déjeuner. Comment ont-ils trouvé une piste d'atterrissage? Des agents ont passé des mois à chercher une bande de terre suffisamment plate et dure pour permettre à un C-130 chargé de décoller sans se disloquer. Ils en trouvent une, non marquée, absente des cartes officielles, visible uniquement par des pilotes ayant reçu des coordonnées précises. Ils la mesurent, la balisent, la marquent avec des lumières infrarouges, visibles uniquement avec vision nocturne. Puis ils coordonnent avec des pilotes israéliens qui traversent un espace aérien hostile, sans autorisation, pour atterrir à l'aveugle sur une surface jamais certifiée par aucune autorité aérienne au monde. 17 ponts aériens, 2 ans, coordonnés depuis le complexe Arouz par les mêmes personnes qui gèrent les bouteilles de plongée et les générateurs le jour. Aucune piste officielle, aucune infrastructure, aucune autorisation, pas un seul avion perdu. 1984, la couverture à 4 ans. Des milliers de personnes ont été déplacées et Yola dit quelque chose qui marque. Elle dit qu'elle ne voulait plus rentrer, qu'elle était devenue complètement l'autre personne. Plus un rôle, plus une couverture. Elle ne retrouvait plus l'original. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qu'une identité construite fait à un être humain quand elle fonctionne trop bien.